satellite, téléphonie, informatique. Avec les magasins Pro et compagnie, TF1 vous a présenté le film de ce soir. Dans un instant, la vie des médias. Det her det er et meget stærkt øjeblik for mig. Det er også for mig, Kløst. Også for mig. Stimerol. Nouveau goût encore plus fort. Et oui, une voiture, c'est fait pour rester sur la route. Voilà pourquoi Renault invente le pack contrôle sécurité, un contrôle visuel complet des éléments qui contribuent à la tenue de route de votre voiture et à la visibilité. Pack contrôle sécurité et la route se tient bien. Bonjour, bonjour ma princesse. Cette nuit, j'ai rêvé de toi toute la nuit. La vie est belle à partager en vidéo. Si l'on n'a qu'une vue partielle d'une entreprise, on ne peut pas la comprendre ni répondre à ses besoins. Seule une approche complète de ces enjeux permet de lui apporter les solutions les mieux adaptées et les plus performantes. C'est l'approche intégrale de France Télécom pour les entreprises. Et lui, son secret pour se sentir en forme, c'est le nouveau taille fine aux fruits de Danone. Un 0% vraiment gourmand, avec 50% de fruits en plus, et plein de vitamines pour un bien-être assuré. Nouveau taille fine aux fruits, qui aurait cru qu'un 0% pouvait être aussi gourmand? Danone. Ça serait bien de savoir où on va avec la banque. À découvert? Oui, non, de combien? Et quand on a de l'argent qui dort sur le compte, pourquoi on ne le placerait pas? Eh oui. Alors vous qui avez de l'imagination, si vous me trouvez la solution, c'est un vrai plus. Au Crédit Agricole, il y a compte service. Le contrat, je sais où je vais. Un des plus de votre rentrée. Dépêchez-vous, mercredi 29 septembre au loto, il y a une super cagnotte de 30 millions de francs. Mademoiselle, vous savez à combien c'est limité? 49? Mercredi 29 septembre, super cagnotte de 30 millions de francs au loto. Viens, je t'invite. Ah, problème. Brutus. Et mon kit est 4 alors? Tu vas voir. Oh, mais c'est un bon chien, ça. Oh, Kit 4, avec un E comme équilibre. De délicieuses recettes aux viandes et aux petits légumes. Kit 4, j'aime pas, j'adore. Kit 4, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être un chat. Miaou. SFR, vous n'avez pas fini d'être libre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, à 7h30, comme tous les matins, mon client monte dans sa Twingo. Il allume l'autoradio de sa Twingo. Il boucle la ceinture de sa Twingo. Objection, Monsieur le Président. Maître Durand cherche visiblement à t'attirer la sympathie des jurés. Objection retenue. Maître Durand, vous êtes tenu d'employer le mot voiture lorsque vous parlez de votre client. Quelqu'un qui a une Twingo ne peut pas être foncièrement mauvais. Êtes-vous prêt pour l'opération 3D? Actuellement, TF1 vous offre des séquences en relief dans vos émissions préférées. Ushuaïa, la Ligue des Champions, combien ça coûte, il n'y a pas photo, et plein d'autres surprises. Dès que le cycle 3D clignote, c'est très simple. Il annonce un instant en 3 dimensions. Mettez vos lunettes spéciales et découvrez TF1 en 3D.
Au sommaire de cette deuxième édition de La Vie des médias, une interview de Maurice Lévy, patron de Publicis, qui livre ses réflexions stratégiques, et France Télévisions, qui met sa publicité aux enchères, avec les points de vue de Philippe Santini et Gérard Noël. On commence tout de suite avec les brèves de la semaine. PDG de RTL, Jacques Rigaud devrait quitter ses fonctions en juin 2000. Il a annoncé la transformation des 10 radios filiales de la CLT en société à conseil de surveillance et de directoire. C'est Philippe Labro qui présidera désormais RTL, RTL2, Fun Radio et la régie IP. Jusqu'ici, depuis 15 ans que je dirige tous les programmes, j'avais un président au-dessus de moi, Jacques Rigaud. Je l'ai toujours, remarquable président. Bon, c'est moi qui vais être, à mon tour, le parapluie, le président, le parrain, l'homme au-dessus des autres. Donc, c'est une charge, une responsabilité supplémentaire. Mais il est évident que ce qui me passionne et ce qui m'intéresse, c'est le programme, c'est l'information, c'est les variétés, c'est la communication, c'est la publicité, la régie publicitaire. Et ça, je vais continuer à m'en occuper, bien sûr. Malgré l'arrivée d'1 million d'exemplaires concurrents le dimanche, le JDD tire un bilan positif de sa nouvelle formule lancée il y a 6 mois et devrait être à l'équilibre cette année. Hebdomadaire dominical poursuit sa montée en gamme avec un nouveau supplément Paris. Son coût est évalué à 12 millions de francs, sans compter 4,5 millions de promotions en affichage et radio. À la fois sur le plan de la diffusion et sur le plan de la publicité, c'est un succès. Sur le plan de la diffusion, parce que nous avons inversé la tendance qui était d'un OJD plutôt négatif en 98 et que nous sommes repartis à la hausse, et une belle hausse, puisque nous sommes à plus de 310 000 exemplaires de moyenne pour l'instant, de vente. Et en publicité, puisque nous sommes à 50% au-dessus des objectifs, nous avons vocation à développer d'autres cahiers. Ce cahier, c'est le cahier Île-de-France, qui paraît dimanche, il a 12 pages, il est grosso modo divisé en 3 parties. La première partie, c'est une partie d'actualité chaude de Paris, une partie magazine et une partie guide à la fois culturelle et pratique. À l'initiative du diocèse de Paris et non des groupes de presse catholiques, une chaîne de télévision catholique provisoirement baptisée K.to, prononcée Cato, devrait bientôt voir le jour. Elle sera le fruit d'un partenariat avec TV Pace, son homologue italienne, dotée d'un budget de 10 millions de francs. TV K.to, en discussion depuis plusieurs années, sera dans un premier temps diffusée sur le réseau câblé à Paris. Devant l'évolution technologique, devant donc la baisse des coûts de fabrication, de réalisation, de production, nous avons fait une étude et il semble qu'il est envisageable de créer une chaîne de télévision qui serait dans un premier temps diffusée sur le câble à Paris, puisque c'est une initiative prise par le diocèse de Paris et que donc il est logique que les premiers pas soient faits à Paris. La Vie des médias est allée rencontrer Maurice Lévy, l'homme qui, avec Marcel Bleustein-Blanchet, a bâti l'Empire Publicis, le premier groupe européen de publicité. Publicis, c'est un peu notre histoire collective. C'est Dim, c'est Renault, c'est L'Oréal avec ses top modèles, et c'est aussi le Club Med. Récemment, Publicis a remporté une cinglante victoire avec Total Fina. Quel est le secret de sa réussite? Et pourquoi Publicis se tourne désormais vers l'international? Maurice Lévy lève le voile. Alors Maurice Lévy, finalement, avec Total Fina, est-ce que les jeux n'étaient pas un peu faits d'avance? Une opération de ce type ne se juge pas uniquement sur les éléments initiaux d'un projet. On a vu certains très beaux projets, notamment dans la banque, se fracasser sur la communication ou sur des projets concurrents. Il y a donc lieu de veiller avec beaucoup de soin à la manière dont la communication est conduite et à faire en sorte que l'idée du président de la société qui cherche à faire une opération financière soit bien traduite dans les médias et ne soit surtout pas pervertie. Il y a une entreprise qui vient de souffrir, c'est Michelin, puisqu'elle a annoncé un plan social qui a été immédiatement suivi d'une flambée des actions en bourse. En ce qui concerne Michelin, il est clair qu'il y a d'abord un nouveau leader à la suite de fusion qui est apparu sur le marché. Il y a ensuite des pertes de marché sur un certain nombre de pays. Donc la nécessité de baisser leur prix de revient était une nécessité absolue. La coïncidence de la publication des résultats avec une forte hausse des profits et celle d'une nécessaire réduction des prix de revient a agi comme un détonateur sur les esprits des hommes politiques comme des syndicats. On est là encore devant un problème de difficulté de communication. C'est une grande maladresse que d'avoir fait les deux choses en même temps. Le découplage des deux informations eût été de loin préférable, parce que
les gens ont compris que la politique de Michelin était une politique tournée vers la bourse, comme on disait dans le temps, vers la corbeille, alors qu'en réalité, c'est une politique tout entière tournée vers le client, et donc qui profite nécessairement à l'entreprise et à ses salariés. Si on revient maintenant à Publicis et à son image d'entreprise, pendant longtemps, elle a été présentée comme une entreprise franco-française, alors qu'elle a été consacrée première agence européenne. Je crois qu'effectivement, Publicis est une des très belles marques françaises, et je n'ai aucune gêne à le revendiquer comme tel sur les marchés internationaux, y compris à New York. Est-ce que les États-Unis vont occuper, ça a commencé il y a 3 ans, mais une place de plus en plus importante? Les États-Unis occupent déjà une part importante de notre chiffre d'affaires, puisqu'ils représentent 24% de notre chiffre d'affaires. J'espère que très vite, ce chiffre va croître, non seulement en valeur absolue, mais en valeur relative. Et en ce qui me concerne, je m'y emploie. Publicis est très bien accueilli aux États-Unis, puisque nous venons de remporter tout récemment le budget nord-américain de Whirlpool. Et est-ce que vous avez toute marge de liberté pour diriger Publicis? Écoutez, j'ai la marge de liberté que tout président a. Et il y a un conseil de surveillance devant lequel le directoire rend des comptes régulièrement, une fois par trimestre. Mme Badinter, qui est la présidente du conseil de surveillance et qui est la fille du fondateur, soutient l'action du directoire et approuve les développements de Publicis, et en particulier apporte un soutien sans faille au développement mondial qui aurait pu faire reculer plus d'un entrepreneur. Nous avons quasiment le même âge, elle est un peu plus jeune que moi, elle est beaucoup plus jeune que moi, et elle a une vision beaucoup plus actuelle et beaucoup plus moderne de l'entreprise, beaucoup plus internationale que l'avait son père. Publicis, dans cette prospective internationale, va se consacrer particulièrement à la célébration du millénaire, ou est-ce que vous considérez finalement que c'est un événement déjà dépassé? En ce qui nous concerne, nous allons surtout nous consacrer à l'ouverture du prochain millénaire, et en particulier à notre stratégie Internet. C'est-à-dire? C'est l'année prochaine, donc on va reparler à la prochaine occasion. Autrement, si je vous dis tout aujourd'hui, vous ne me réinviterez pas. À la prochaine, Monsieur Lépied, merci. Merci à vous de m'avoir invité. France Télévisions fait une petite révolution. Et ce n'est pas dans le domaine des programmes, du cinéma ou des droits sportifs qu'elle l'accomplit. Non, c'est dans celui de la publicité. Les chaînes publiques vont vendre aux enchères une partie de leurs écrans. Et cette décision, d'apparence anodine, va bouleverser les règles du jeu. Les spots publicitaires des chaînes de télévision se sont toujours vendus avec des tarifs définis selon l'heure ou le succès des programmes qu'ils entourent. Chaque chaîne a sa régie et chaque régie traite avec une agence média mandatée par un ou des clients ou directement avec un annonceur comme L'Oréal ou Nestlé. France 2 a décidé d'innover. La régie publicitaire de France Télévisions va désormais vendre aux enchères une partie de ses écrans, 7% d'entre eux, soit 42 secondes par heure. 7% seulement, car si trop d'espace était mis sur le marché d'un seul coup, les prix risqueraient de s'effondrer. Si nous avons choisi ce système particulier de l'adjudication hollandaise, c'est d'une part parce que le Trésor le fait pour l'adjudication de ces bons du Trésor, et aussi c'est parce que cela met à égalité les gros et les petits annonceurs. Dans un phénomène d'enchère dit à l'anglaise, c'est-à-dire où on surenchérit, c'est effectivement celui qui a le plus d'argent qui a le plus de possibilités. 3 mois à l'avance, un annonceur accrédité par France Télévisions pourra acheter au minimum 5 secondes de pub ou davantage s'il le souhaite, par l'intermédiaire d'Internet Media Exchange, un site spécialement créé par France Télévisions. Il ne connaîtra ni l'identité, ni les offres de ses concurrents. Ce qui nous gêne beaucoup, c'est un système d'enchères qui est très particulier puisqu'il est entièrement à l'aveugle. C'est-à-dire que vous n'avez pas de mise à prix, vous ne pouvez pas surenchérir, vous ne connaissez pas les offres des autres, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans le noir. Donc les annonceurs vont faire des offres sans repère, avec un danger évident d'escalade des prix. Quel organisme va garantir la transparence du système? Nous avons pris un engagement formel auprès de la DGCCRF
étant donné cette phase exploratoire, de ne pas mettre plus de 10% en fin d'année 2000 de nos écrans en vente selon ce système. C'est-à-dire que nous allons commencer à 5% et nous allons monter progressivement jusqu'à 10%. L'actualité peut bousculer la programmation, le succès d'une fiction, l'intervention du président de la République, les prolongations d'une rencontre sportive. Pour donner du piquant au jeu, France Télévisions donne à l'annonceur l'autorisation de revendre et abandonne une partie de son espace publicitaire à des annonceurs qui vont pouvoir le faire fructifier. C'est le scénario de la vente du pétrole qui, sitôt embarqué sur un tanker, change de propriétaire des dizaines de fois. Et jusqu'à la livraison en raffinerie, les prix montent ou baissent. Les chaînes publiques toucheront seulement 1% du volume de ces transactions. Pour donner de la valeur à ces écrans, France Télévisions va être obligée de maintenir l'audience de ses programmes ou de faire des programmes qui séduisent les publicitaires. Nous n'allons pas modifier la programmation parce que nous n'avons pas intérêt à manipuler le marché, parce que ce qui fait la valeur d'un marché, c'est la confiance que ces acteurs y mettent. Donc ça serait complètement aberrant que nous mettions des conditions qui décrédibilisent l'ensemble du système. Tout peut arriver, opacité du marché, flambée des prix, perte d'identité de France 2 ou un changement des règles acceptées par tous les médias. Grâce à une association de National Geographic et de Prisma Press, l'édition française du célèbre magazine américain vient de paraître. Né il y a 112 ans et diffusé à 8,5 millions d'exemplaires dans le monde entier, ce mensuel verra aussi le jour en allemand, en polonais et en portugais. La version française, très surveillée par les éditeurs américains et accompagnée d'une campagne de publicité radio, presse et affichage, mise beaucoup sur le professionnalisme des photographes français. Avec le National Geographic, nous allons donner au marché français, au public français, un nouveau magazine où ces photographes peuvent s'exprimer. Le marché est toujours ouvert et c'est au lecteur de choisir enfin. Moi je pense que, puisque vous mentionnez Géo, que Géo a un positionnement finalement très différent du National Geographic. Je pense que le National Geographic peut certainement atteindre ou dépasser 250, 300 000 exemplaires. Bouquet d'une trentaine de chaînes thématiques diffusées sur Internet, Canal Web mise sur le développement du web et la diffusion broadcast d'ici 3 ans. Une activité qui coûte cher, 15 millions de francs par an pour un chiffre d'affaires de 4 millions. C'est pourquoi l'opérateur se dote d'une régie publicitaire et vient de procéder à une augmentation de capital. Il compte aussi sur la possibilité de diffuser ses programmes sur des chaînes de télévision déjà existantes. On a 2 activités. On est producteur d'émissions de chaînes de télévision sur Internet et on est diffuseur de ces émissions sur Internet, sur notre bouquet, canalweb.net, mais également par le biais d'autres distributeurs, des gros portails qui distribuent nos émissions comme Liberty Surf ou Frisbee. Au cinéma, côté fréquentation, voilà les chiffres à retenir pour les 3 premières semaines de septembre. C'est Coup de foudre à Notting Hill, un film avec Hugh Grant et Julia Roberts, qui réalise le plus beau score et totalise près de 3,5 millions d'entrées. Le meilleur film français, c'est Ma Petite Entreprise, sorti en salle le 1er septembre. Distribué par Backfilm, il a attiré 450 000 spectateurs. Autre distribution Backfilm, Doggy Bag, un film attendu avec Michel Larocque et Didier Bourdon, réalise lui le moins bon score avec à peine 30 000 entrées, en dépit d'une bonne notoriété. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. TF1 prend soin de toute la famille avec Sanex. C'est une démonstration du 2D, un explosif révolutionnaire. Une vraie fausse. Ça coupe tout sur son passage. Julien Sapajou, l'inventeur du 2D, refuse de vendre. Pour le faire craquer, je vais mettre 7 tomes à la place du vrai. Ça va pas, non? Lâchez-moi! Le problème, c'est qu'on ne remplace pas facilement un membre de la famille Sapajou. Merde! Alors bon Elisa, tout va bien? Ça paraît que t'es pas drôle. T'es malade, Julien. T'es plus toi-même. Mais arrêtez, c'est moi, Julien! N'écoutez pas, regardez-le les enfants, il me ressemble même pas. Premier qui bouge, il y a droit. Sapajou contre Sapajou avec Robin Renucci, lundi à 20h55 sur TF1. On the day death and love rode along
nothing more was right or wrong. Times had come for stones to sing a new song. Nothing's cold as death and love ride along. Done one, now you stand at the end of the line, and you'll catch up with love on the day you die. Done one, please don't sigh. Done one, don't sigh. Eternity. De lundi, TF1 vous propose un nouveau jeu pour célébrer l'an 2000 et permettre à 3 gagnants de se partager 5 millions de francs, un appartement de vacances et une voiture. Retrouvez-nous chaque soir à la fin de la météo. Une question sur le XXe siècle vous sera posée. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera le sélectionné du jour qui participera à la grande finale le 18 décembre. Vous n'êtes pas sélectionné? Il vous reste une deuxième chance. Votre fidélité à l'émission vous permettra peut-être de participer, vous aussi, à cette grande finale. Alors, rendez-vous à partir de lundi vers 20h45 pour jouer sur TF1 et bonne chance à tous pour gagner 5 millions pour l'an 2000. Bonsoir, il y avait 2 matchs ce soir comptant pour la 8e journée du championnat de D1. Marseille, qui jouait à Rennes, a signé sa 2e victoire consécutive en s'imposant sur le score de 2-1. Martial Fernandez pour le commentaire. À peine le temps de s'apprêter à souffrir côté marseillais que Rennes s'est déjà fait la belle. 5 minutes de jeu, Franck Gava prend l'intervalle. La ligne droite est logiquement la plus courte et cette fois la plus efficace. On appelle cela un début de rencontre réussi. En guise de réplique, Marseille choisit la patience. L'arbitre voit une faute sur Diawara dans la surface. Après les discussions d'usage, Fabrizio Ravanelli égalise. Marseille a oublié son mauvais départ. Deuxième période, les Rennais ont des soucis. Dans le rôle des créateurs d'ennui, les attaquants marseillais. Dans celui du buteur, Frédéric Brando, Marseille prend l'avantage et l'emporte finalement 2-1. Première victoire à l'extérieur en championnat des Marseillais qui se retrouve 5e au classement. Et un peu plus tôt, Lens s'était incliné sur son terrain face à Saint-Etienne sur le score de 2-0. Et à l'issue de cette 8e journée, Lyon se retrouve seul en tête avec un point d'avance sur Monaco, Auxerre et Paris, alors que Marseille, classé 5e, se replace en embuscade à seulement 2 points des Lyonnais. En Formule 1, Johnny Herbert a remporté le Grand Prix d'Europe avec l'aide du ciel. La pluie a en effet réduit à néant les prétentions de Frentzen, Coulthard, Irvine ou Häkkinen. Les 2 premiers ont d'ailleurs abandonné. Le résumé de la course est signé Jean-Pierre Ferret. À 3 courses de la fin de la saison, ce Grand Prix d'Europe s'annonçait sinon décisif, du moins déterminant pour le titre mondial. Mais la pluie et les circonstances de course en ont décidé autrement. Une course qui débute par un accident spectaculaire dès le premier tour. La Benetton de Wurth s'accroche, la Sauber de Diniz. Extrait de sa monoplace totalement déchiquetée, le Brésilien conscient sera évacué vers l'hôpital. Après une brève neutralisation, la course reprend ses droits et Frentzen, parti en pole position, mène la danse devant Coulthard et Fisichella. Tandis que l'apparition de la pluie provoquera la perte des prétendants à la couronne mondiale. Un mauvais choix de pneumatiques et Häkkinen, puis Irvine, se retrouvent au-delà de la 6e place. Du coup, les 100 grades en profitent, mais une véritable malédiction s'abat sur les leaders. Frentzen abandonne, imité quelques tours plus tard par Fisichella, puis par Coulthard, tandis que Ralf Schumacher, victime d'une crevaison, laissera à son tour filer la victoire. Des abandons en cascade qui permettent à Häkkinen de rentrer dans les points. Il termine 5e, très loin d'Herbert, le Britannique qui signe là sa 3e victoire de sa carrière, devant Trulli sur Prost et Barrichello sur l'autre Stewart. Au classement général, Häkkinen compte 2 points d'avance sur Irvine et 12 sur Frentzen. Le titre se jouera entre ces 3 hommes lors des 2 dernières courses en Malaisie, puis au Japon.
Golf avec la victoire des Américains dans la Ryder Cup, une compétition par équipe qui oppose traditionnellement les meilleurs golfeurs européens à leur homologue américain. La rencontre s'est jouée sur le dernier trou du match entre Léonard et Olazabal. L'Espagnol a manqué son putt, offrant le trophée aux Américains. Les Américains qui reprennent leur bien après 2 défaites consécutives. Cyclisme enfin pour refermer la page sport de ce journal avec la victoire finale de Jan Ullrich dans la Vuelta. L'Allemand de Deutsche Telekom, vainqueur du Tour de France en 97, arborait le maillot de leader depuis le 12e jour. Aujourd'hui, la dernière étape au Tour de Madrid a été remportée par le Néerlandais Jeroen Blijlevens. Dans le reste de l'actualité, les 2 groupes de spéléologues portés disparus en Savoie sont sains et saufs, alors qu'un premier groupe de 11 personnes a été remonté à la surface au-dessus du trou du Garde. 8 autres spéléologues ont été extraits de la cavité de la Tanne de Chavanou. Les secouristes pensaient qu'ils avaient été surpris par la montée des eaux à la suite de fortes pluies dans la région. En fait, ils avaient pris du retard sur leur itinéraire. Le juge d'instruction Eva Joly sort de son silence pour la première fois depuis 2 ans. Elle a accepté de s'exprimer publiquement. C'était sur TF1 ce soir dans l'émission de Ruth Elkrief. Si la magistrate n'a rien dévoilé sur le fond de ses dossiers, notamment celui de l'affaire Elf, elle a en revanche vertement critiqué un projet de loi, celui instituant un juge des libertés pour décider des détentions provisoires. Nous écoutons Eva Joly. Je trouve que c'est moins d'une demi-mesure, que c'est quelque chose qui va compliquer pour nous le travail et qui philosophiquement peut-être ne se justifie pas complètement parce que on va laisser la décision de la mise en détention à un juge qui ne connaît pas le dossier, alors qu'aujourd'hui elle est prise par quelqu'un qui connaît le dossier, qui est responsable de son enquête et qui peut faire confiance. Donc vous trouvez que cette réforme n'est pas bonne? Je pense qu'elle est très mauvaise. Je pense qu'elle est d'apparence. Politique à présent, Charles Pasqua, à la tête du tout nouveau RPF, continue d'avoir des positions très tranchées sur ses anciens alliés du RPR, et notamment sur Jacques Chirac. Entre autres appréciations, l'ancien ministre affirme que le président aurait dû se représenter devant le corps électoral après l'échec de l'opposition aux législatives. Charles Pasqua qui a également affirmé que le futur président du RPR n'aura pas d'autonomie par rapport à l'Élysée. Nous l'écoutons. C'est une pièce de théâtre. Donc finalement, celui qui gagnera, quelle position occupera-t-il réellement? Il sera un président très théorique. J'ai dit hier qu'il serait une potiche. En réalité, sa position sera relativement simple. Il sera l'adjoint de M. de Villepin, le secrétaire général de l'Élysée, qui lui transmettra les instructions du président dans le cadre de l'autonomie tant désirée. Des coups de griffe que certains candidats à la présidence du RPR déplorent. Patrick Devedjian a souhaité aujourd'hui un dialogue apaisé avec Charles Pasqua. Dans mon combat contre la gauche, il pourrait être très utile, a-t-il ajouté. En Allemagne, le SPD au pouvoir limite les dégâts en Rhénanie du Nord, le plus important land du pays. Les électeurs devaient aujourd'hui désigner leur maire et selon les premières estimations de la chaîne de télévision publique, le parti du chancelier Gerhard Schröder sauvegarderait plusieurs de ses bastions, dont Bonn. L'opposition chrétienne-démocrate, en revanche, serait en tête à Düsseldorf, la capitale du Land. 1 an après l'arrestation à Londres d'Augusto Pinochet, le tribunal de Bow Street examinera à nouveau et à partir de demain la demande d'extradition lancée par la justice espagnole. Les auditions devraient durer 5 jours. L'ex-dictateur, excusé pour des raisons de santé, n'est pas tenu d'assister au débat. On retrouve à Londres Isabelle Bayancourt. Devant la villa où Pinochet est en résidence surveillée depuis près d'1 an, une poignée de manifestants maintient la pression pour que l'ex-dictateur chilien paie pour ses crimes. Demain, pour nous, ce n'est que la poursuite de la lutte que nous avons commencée il y a 11 mois pour que Pinochet soit extradé et jugé en Espagne. Pinochet n'assistera pas à l'audience de demain matin qui entamera l'examen de son dossier d'extradition. Le général conteste toujours les poursuites des justices britanniques et espagnoles, mais surtout, il veut croire que sa santé chancelante lui vaudra la clémence des juges. Dès demain, le juge Bartol va examiner la validité de la demande d'extradition faite par la justice espagnole pour crimes contre l'humanité. Une demande d'extradition qui ne concerne que les actes de torture commis lors des 2 dernières années du régime de Pinochet, la Grande-Bretagne n'ayant ratifié la Convention sur la torture qu'en 1988.
À l'issue de ces audiences, soit la demande d'extradition est rejetée, et dans ce cas, le sort de Pinochet se jouera à l'échelon gouvernemental, soit l'ex-dictateur est extradable pour les crimes commis, mais ses avocats disposeront alors de multiples possibilités d'appel. L'ONU découvre la désolation au Timor oriental à l'occasion d'une mission en hélicoptère dans l'ouest du territoire. Les casques bleus ont survolé des villes dont 80% des bâtiments ont été incendiés par les miliciens. Des villes en ruine, totalement vidées de leur population. Par ailleurs, la force internationale s'efforce ce soir de regrouper tous les journalistes présents dans la capitale dans un même hôtel afin d'assurer leur sécurité et les militaires ayant reçu des menaces à leur encontre. La Russie envisage une opération terrestre en Tchétchénie. Le ministre de la Défense a fait savoir aujourd'hui que plusieurs plans étaient à l'étude et qu'ils seraient appliqués en fonction de l'évolution de la situation. Pour l'heure, Moscou continue de bombarder Grozny et d'isoler la province. Karine de Ménonville. Aujourd'hui, la cible de l'aviation russe était cette raffinerie située à la périphérie de Grozny. Un site stratégique. Après la destruction de la télévision tchétchène, c'est apparemment l'industrie du pays qui est devenue le nouvel objectif de ces bombardements. Et alors que les raids s'intensifient, le ministre russe de la Défense a affirmé ce matin qu'une opération terrestre en Tchétchénie n'était pas exclue, toujours bien entendu selon Moscou, pour déloger des rebelles islamistes. Mais sur les routes, c'est toute une population chassée par les bombardements qui fuit. Pourquoi les Russes pensent-ils que nous sommes une nation de bandits et de terroristes? Personne n'a prouvé que nous étions tous coupables, alors pourquoi s'acharnent-ils sur nous? Une fuite tragique, ces gens sont bloqués sur la route, ils n'ont nulle part où aller. Hier soir, la Russie a fermé la frontière qui sépare les républiques de Tchétchénie et d'Ingouchie voisine. Les autres frontières avaient déjà été fermées. Les Tchétchènes sont pris au piège dans leur pays et ils en sont réduits à monter des camps de réfugiés sur leur propre sol, à quelques mètres de la frontière avec l'Ingouchie. Retour en France où une grande fête et un spectacle célébraient aujourd'hui à Orléans les 50 ans d'Emmaüs. L'abbé Pierre, qui a pris sur place un bain de foule, a rappelé que cette fête était avant tout dédiée aux compagnons. Plusieurs intervenants de marque ont tenu à participer à cet anniversaire, parmi lesquels Jacques Chirac, qui dans un message enregistré a rappelé que la fraternité de la communauté avait fait déplacer des montagnes et changer les fatalités. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une famille comme les Sapajou, hein, ça se dit j'en pense 5 minutes. Pourtant, ils ont l'air d'une famille comme les autres, à quelques détails près. Bienvenue dans la famille Sapajou. C'est la méthode Sapajou. La famille Sapajou, un cocktail explosif, lundi à 20h55 sur TF1. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Madame, monsieur, bonsoir. Bon, il ne faut pas espérer mieux que ce week-end, hein. Surtout pour ce début de semaine, ça va rester extrêmement humide. Et pour cause, regardez les images du satellite. Après le passage de cette perturbation qui nous a apporté beaucoup de pluie dans un flux de sud-ouest, d'autant plus qu'elle s'était bloquée sur les régions est, eh bien voici une autre qui va arriver déjà pour demain et une troisième pour le reste de la semaine, mais vraiment comme un boulet de canon. Alors déjà, pour cette journée de lundi, on va retrouver de la pluie dans l'après-midi, des pluies qui devraient être soutenues du centre jusqu'au Jura et jusqu'à l'Alsace, avec du vent de sud-ouest. Moins de pluie dans la partie sud de la perturbation, à l'arrière des averses et déjà un autre front qui va arriver sur la Bretagne et le Cotentin, accompagné de pluies orageuses et toujours de ce vent de sud-ouest. Près de la Méditerranée, c'est beaucoup plus calme avec simplement quelques passages nuageux. Les températures vont rester stationnaires, de 17 degrés à Cherbourg jusqu'à 26 pour Marseille et pour Bastia, 19 à Paris, 19 aussi tout le long de la Loire, de 22 à 24 degrés sur le sud-ouest, 21 pour Strasbourg, 19 pour Metz et pour Nancy et 22 degrés à Lyon. Alors voici la semaine pluvieuse, surtout sur les régions nord, mardi avec ces pluies qui vont stagner au nord de la Loire, toujours accompagnées de vent de sud-ouest. Plus on va vers le sud, plus on a de soleil. Mercredi, ces pluies se décalent de la façade atlantique jusqu'au centre et jusqu'à l'Alsace. Le vent va se renforcer notamment sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche, jusqu'à 90 km à l'heure par rafale, avec des averses. Dans le sud, c'est beau. Jeudi, cette perturbation s'enfonce un tout petit peu. À noter le Mistral et la Tramontane qui se lèveront. Et le vent qui va basculer au nord-ouest, à l'arrière de la perturbation, avec toujours des averses. Vendredi,
disons que c'est un petit peu mieux. Un petit rayon de soleil de ci, de là, des averses sur le sud-ouest, quelques-unes près des frontières belges, toujours un peu de Mistral et de Tramontagne. Et puis pour samedi et dimanche, Météo France prévoit que le ciel devrait être chargé encore au nord de la Seine avec quelques averses. Les températures stationnaires et de saison sur les régions nord et sud pour le début de la semaine, mais ça va basculer dans un flux de nord-ouest jeudi, donc les températures vont bigrement chuter et elles devraient remonter quelque peu en fin de semaine. Indice de confiance de 2 sur 5, ça veut dire qu'on peut espérer un autre scénario et peut-être un meilleur temps. Alain Gillot-Pétré, dont c'est le retour après les vacances, vous en reparlera tout à l'heure. Très très bonne nuit. Bonsoir. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. À partir de lundi, TF1 vous propose un nouveau jeu pour célébrer l'an 2000 et permettre à 3 gagnants de se partager 5 millions de francs, un appartement de vacances et une voiture. Retrouvez-nous chaque soir à la fin de la météo. Une question sur le XXe siècle vous sera posée. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera le sélectionné du jour qui participera à la grande finale le 18 décembre. Vous n'êtes pas sélectionné? Il vous reste une deuxième chance. Votre fidélité à l'émission vous permettra peut-être de participer, vous aussi, à cette grande finale. Alors, rendez-vous à partir de lundi vers 20h45 pour jouer sur TF1 et bonne chance à tous pour gagner 5 millions pour l'an 2000.